Dans ce cours, ça va être un petit peu particulier. Là, on va vraiment être comme à l'école. Je vous ai présenté ici une présentation des différents personnages dans l'histoire qui nous ont fait avancer sur cette connaissance, cette science de l'eau. Je vous les ai mis par ordre chronologique, sans lien direct les uns avec les autres. Je vous laisserai bien sûr le libre arbitre de retenir ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'important dans chacune de ces petites présentations. D'accord ? J'insiste sur un point. Je vous présente les travaux de ces personnages. Je ne pars pas du principe que tout ce qui est présenté ici est une vérité absolue. À vous de pratiquer, à vous de tester pour Pratiquer. Bah oui, même sur l'eau, d'accord, pour faire vos propres expériences, pour avoir vos ressentis, vos validations ou au contraire vos affirmations, d'accord. On prendra un petit temps ensuite pour débriefer sur comment ça se fait que justement au niveau de la science ça coince un petit peu, d'accord. Ok. C'est ok. Allez, on commence. Alors le premier que j'ai trouvé, le plus loin du plus loin, c'est Monsieur Quinton. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Monsieur Quinton, c'est un nom qui tourne comme ça un peu dans notre inconscient collectif. Ça te parle, ça, sans aucune connaissance comme ça sur qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Quinton, ça te parle de quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être tu as entendu parler du plasma, Quinton. Ah, plasma, oui, mais plasma Quinton, non. Bon, et ben en fait, c'est ce monsieur-là qui a mis ce truc-là en lumière, d'accord? Le plasma dans le sang? La possibilité, la capacité du plasma marin. Oh, d'accord, pardon, au niveau thérapeutique. D'accord. Les vertus thérapeutiques, je veux dire en français, les vertus thérapeutiques du plasma marin, c'est ce monsieur-là qui les a mis en évidence. D'accord. Sa particularité, ce qu'il a vraiment apporté, lui, parce que ça remonte à il y a loin quand même. On est en 1866, donc c'est pas si loin dans l'histoire de l'humanité, mais vous savez à quel point la science, les expériences, les découvertes avancent quand même très très vite depuis ces derniers temps de l'humanité. Hein. C'est exponentiel, ça va très très vite. Ok. Alors, ce monsieur Quinton, lui, qu'est-ce qu'on va en retirer? Le milieu vital et marin. Ce qu'il appelle milieu vital, d'autres l'appellent le milieu intérieur, interne. Notre organisme, en fait, notre corps en bas, en dessous, dedans. Dedans le corps, ouais, j'ai du mal. En bas, en dessous, dedans, vous m'avez compris, dedans le corps. Ok, donc, on y va. Est-ce que tu veux bien partir sur un petit peu de lecture? Je te relayerai si tu veux, parce que du coup, dans ce cours, il y a énormément de lectures. Ce ne sont pas mes travaux à moi, donc j'essaye de vous faire une synthèse des travaux de ces gens-là qui ont compté sur l'eau. Donc, il y aura pas mal de lectures. Quand tu sens que tu n'as plus de voix, que quand je suis à sec, quand j'ai ouais. Je t'appelle, quoi. Tu te dessèches sur place, tu me dis. Les frites, vieilles pommes, ok, ça marche. Allez, c'est parti. Le milieu vital et marin. René Quinton met en évidence la constance essentielle de la vie. Le milieu vital, dans lequel baignent les cellules, le plasma, s'avère être identique au liquide marin originel, à l'exception de la salinité. Contre les théories de l'époque, Quinton soutient qu'un organisme contient l'ensemble des éléments présents dans l'eau de mer et met en avant le rôle essentiel des oligo-éléments. À la fin du XIXe siècle, René Quinton lance sa méthode thérapeutique à base de plasma marin dans des hôpitaux parisiens, puis crée des dispensaires marins qui lui vaudront une renommée internationale. C'est très dur pour moi de dire Quinton sans dire Quinton. Quinton? Mais oui. Il t'en voudra pas. Vraiment. Il t'en voudra pas, Quinton. L'oubli relatif des contributions de Quinton, alors là c'est la totale, au domaine de la santé et de la vitalité, destin comme le souligne Wikipédia contraire à celui de Pasteur, est certainement à mettre sur le compte d'une médecine allopathique n'ayant aucun intérêt commercial à proposer de l'eau de mer à la place de molécules chimiques brevetables. Le plasma de Quinton, dont la réalisation requiert un protocole strict, eau de mer prélevée dans des zones de vortex, était présent dans le dictionnaire Vidal jusqu'en 1975. Il publie en 1905 son ouvrage de référence « L'eau de mer, milieu organique ». Ouais. Donc, pour ce monsieur, bon, il met quand même en avant, à travers ses travaux, justement, l'importance des oligo-éléments, d'accord. Derrière, donc, il met en place
d'une méthode thérapeutique. Il a des résultats qui sont très bons. Aujourd'hui, vous pouvez encore trouver du plasma marin, vous pouvez encore trouver des petites cures d'eau de Quinton. Pour autant, c'est ce que je me permettais un peu de placer pour chacun des personnages. Je me suis permise comme ça une petite. Oh tiens, c'est bizarre quand même parce que Quinton par rapport à Pasteur, là pour le coup c'est Wikipédia qui l'a soulevé. C'est même pas moi. C'est pour ça que je voulais préciser. Comme le souligne Wikipédia, ok. Son destin est complètement contraire à celui de Pasteur. Là, on entend déjà à cette époque-là, il n'y a pas d'intérêt commercial dans ta découverte. Donc, c'est peut-être une révolution pour la connaissance et la conscience de ce que c'est un corps humain et comment il fonctionne. Mais ça ne nous intéresse pas sur le plan commercial, donc pas plus que ça. Donc il était présent dans le dictionnaire Vidal avec une liste sans fin de toutes les vertus du plasma Quinton. Si je voulais préciser, c'est parce que il n'y est plus dans le Vidal. Voilà. Pas plus de commentaires, je vous laisse faire vos expériences. Allez, on est toujours à peu près dans la même époque, un tout petit peu après. Monsieur Schauberger. D'accord, donc c'est à moi. Ouais. Les vortex de l'eau. Le vortex est un immense entonnoir que l'on retrouve dans l'air avec les ouragans ou dans un certain nombre de formes dans la nature. La molécule d'ADN est vrillée. Le sang dans les artères circule lui-même de façon tourbillonnaire et le mouvement ultime de ce tourbillon est le vortex. On a d'abord des courbes, puis des ellipses et on arrive enfin à cet entonnoir. Un mouvement que l'on qualifie d'implosif. C'est-à-dire que la force va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, je t'arrête 2 secondes là-dessus. Ça a l'air de rien, mais à cette époque-là, il y a une petite révolution qui se met en place, parce que à ce moment-là, on considère que le mouvement, d'accord, il n'est pas du côté implosif, mais il est explosif, encore aujourd'hui, d'accord. Donc, là où ça a fait une petite révolution, c'est que on pense au moteur, par exemple, à l'énergie qui peut être créée. Il a été, je fais juste un petit aparté avant de te laisser finir, parce que ça, c'est ses découvertes, son texte à lui. Donc, je vous lis un petit truc que j'ai trouvé là-dessus, que je trouvais intéressant. Il réalise au passage que le principe de base de la nature n'est jamais l'explosion, comme dans la technologie moderne, donc les moteurs et tout ça, mais au contraire l'implosion. Une révolution dans le domaine de la science et de la pensée. En 1958, un lobbying de société américaine offre à Schauberger la mise en pratique à grande échelle de son énergie d'implosion. Il sera finalement volé de tout son travail et décédera curieusement à Linz 5 jours seulement après son retour des États-Unis, ce qui va évidemment alimenter la théorie des complots, etc. etc. Mais quand même, je voulais vous relayer cette information parce que vous allez voir que comme de par hasard, ces gens-là, quand même, c'est plus facile quand on les fait taire ou quand on les décrédibilise. Si je peux me permettre. Voilà, je te laisse continuer. Plus on se rapproche du centre, plus l'eau s'accélère, et c'est là que l'on comprend la manière dont le vortex va restructurer l'eau. On va pouvoir précipiter un certain nombre de polluants et les évacuer. L'eau peut avoir une transmutation de certaines molécules. L'eau était considérée par Schauberger comme le sang de la terre et le support de toute vie. Via ses expériences, il acquit la conviction que l'eau se dynamise naturellement dans sa course le long d'un cours d'eau, en mouvement, tel qu'une rivière, via des vortex fluidiques, autrement dit des tourbillons. Non seulement il n'y a plus de frottement, mais il y a accélération. L'eau placée dans un tuyau spiralé et vrillé se déplace plus rapidement que dans un tuyau rectiligne. Une est par le courant de l'eau. En 1958, un lobbying de société américaine offre à Schauberger la mise en pratique à grande échelle de son énergie d'implosion. Il se fera finalement voler tout son travail et décédera curieusement à Linz 5 jours seulement après son retour des États-Unis, alimentant la théorie du complot. Voilà, je vous l'avais rajouté ici. Alors, sur l'image, on voit une superbe quinoton. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai cherché comment ça s'appelle. Chine. Pour ceux qui ont la référence, j'ai cherché comment s'appelle cette machine et je trouve la machine de Schauberger. Donc voilà, du coup je me suis dit bon, ils sont pas plus avancés que moi, c'est une quinoton et voilà. Ok. Alors Benjamin nous dit, je sais pas si vous connaissez, mais De Vajal a créé des petits objets qui permettent de créer des vortex dans l'eau pour la redynamiser et la restructurer. Alors je connaissais pas cette référence, mais oui, effectivement c'est aussi pour ça que je vous donne ces infos. On va voir que
au fil de toutes ces découvertes, quand même, on peut se faire nos expériences, d'autres l'ont fait avant nous, ils ont mis en place des supports, des outils, justement pour redynamiser l'eau et la restructurer. Ça va être, on va le revoir en détail un tout petit peu après. Alors, on continue avec Monsieur Violet, Marcel Violet, qui lui va apporter le dynamiseur de l'eau. Continue encore un peu dans la connaissance de l'eau. Le dynamiseur de l'eau. Ce chercheur contemporain était responsable d'un centre expérimental de 450 hectares dans la banlieue parisienne. Un jour, il fut intrigué par le comportement du bétail qui préférait boire l'eau boueuse des ornières du chemin à l'eau limpide de l'abreuvoir. Ce, après une pluie d'orage. Cette question l'obsédait au point qu'il a passé la plus grande partie de sa vie à en chercher la solution et à expérimenter un tas d'appareils. Il déposa même un brevet dont on peut se procurer la copie. L'instrument décrit assez compliqué lui servit à fabriquer de l'eau violet, une eau ionisée dont il ne savait décrire la particularité exacte car il n'avait pas eu l'idée de rechercher les fréquences qu'elle contenait. Et oui, c'est bien Balou parce que à aujourd'hui, c'est bien ce qui fait, ce qui nous explique un petit peu toutes les vertus de son eau, à Monsieur Violet. C'est le forto vibratoire, c'est le fait que son eau elle push au niveau. Ouais, voilà, au niveau des fréquences. Mais à ce moment-là, Marcel, il le savait pas, donc il n'a pas pu le faire valider. Je te laisse lire la suite. Il commença à faire tremper des graines de semences dans son eau et s'aperçut non seulement qu'elles donnaient davantage de résultats, un peu plus de 10%, mais qu'elles étaient nettement moins sensibles aux actions des champignons et autres parasites dont souffraient leurs voisines non traitées, mais semées sur le même terrain. Il alla jusqu'à boire son eau violet, en recommandant à ses amis de faire de même, ce qui leur valut de mourir avec un vieillissement corporel en retard de 20 ans par rapport à leur âge réel. Il fit mieux. Grâce à son amitié avec le maire de Roubaix, dans l'hôpital de la Fraternité, 3600 lits, l'on administra pendant 6 mois aux patients un verre de son eau, avec pour constat final l'économie d'un tiers de la durée nécessaire à leur rétablissement. En 1967, il transmit ce résultat au ministre Jeanneney, alors responsable de la santé publique, qui s'empressa de nommer une commission qui, ne sachant pas mesurer les fréquences, déclara que ce n'était qu'un placebo sans valeur. Voilà, à partir de là, ça reste sans suite. Le ministère a changé, enfin bon, il n'a pas pu valider à ce moment-là ces découvertes. Alors, pour info, il y avait un laboratoire à Paris qui continuait à fabriquer l'eau violet, un laboratoire du même nom. Ça, c'est ce que j'avais trouvé en fait, moi, en faisant mes petites recherches. Et en essayant d'aller un petit peu plus loin, je ne le trouve pas, ce laboratoire. Donc, je crois qu'à aujourd'hui, c'est même plus le cas. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par l'eau violet et toutes ses vertus, on peut quand même encore trouver sur Internet des outillages qui nous permettent de reproduire cette eau facilement à la maison. C'est pas si cher. Maintenant, il y a tellement de pistes, moi je vous les donne. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Une madame, Jeanne Rousseau. Jeanne Rousseau, l'eau médiatrice. Dès les années 40, grâce à un sens aigu de l'observation, Jeanne Rousseau remettait en cause certaines théories scientifiques établies et élevait le regard que l'on portait alors sur l'eau et la vie. Son désir de mieux connaître les plantes sauvages et le vivant la poussa à créer un laboratoire d'analyse lié à sa pharmacie. Elle mesura notamment le pH sur divers liquides organiques et s'aperçut qu'il évoluait selon les phases lunaires. Jeanne Rousseau développa ainsi l'idée d'une influence tourbillonnaire du cosmos entier sur le biotope avec l'eau comme interface indispensable. Une dimension suprasensible interagit sur la matière. L'eau est médiatrice de ce phénomène. En 1966, elle met au point une technique hydrodynamique appliquée à la balnéothérapie. Là, on est dans des années beaucoup plus proches de nous. Ça passe un peu, voilà, ça passe, mais il y a quand même, c'est lourd de conséquences ce genre d'informations. Bon, ça passe dans le corpus scientifique, voilà, ça passe. Dans la tête des gens, ouais, oui, c'est ok, ça va. L'idée, voilà, comme elle explique, l'idée d'une influence tourbillonnaire du cosmos entier sur le biotope avec l'eau, comme étant une interface indispensable, ça passe, c'est ok. Comme ce que je disais au tout début, c'est des informations, ouais, ok, super. Montons-les en conscience pour voir ce que ça nous donne chez chacun de nous. Qu'est-ce que j'en comprends? Ok.
Alors, on continue. Alors, on avance beaucoup plus là dans des temps modernes et peut-être connus de tout le monde. Évidemment, Jacques Benveniste. Je dis évidemment parce qu'il y a eu gros scandale autour de ce monsieur et de ses travaux. Je vais essayer de rester neutre en parlant. Je te laisse, Letty, faire la lecture de comment ça s'est passé. Alors, je vous ai marqué là l'expérience qu'il a vraiment. Bon, j'ai essayé de synthétiser, mais je voulais vous décrire l'expérience telle qu'il l'a réalisée, ce monsieur. Allez. La mémoire de l'eau. Dans les années 80, Jacques Benveniste est venu perturber ses collègues scientifiques en publiant ses recherches sur la mémoire de l'eau. Il décrit alors l'expérience suivante. Prendre un cœur isolé, un cœur d'animal fraîchement abattu. Oui, c'est facile. Oui, c'est... oui. Il palpite encore... dur à la maison facilement, l'expérience. Ah ben oui. Non, je plaisante. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sinon ça ne marche pas. Il palpite encore pendant quelques temps, puis s'arrête, mais continue à produire de l'histamine, molécule sécrétée par certaines cellules de l'organisme. Si l'on enregistre sur un magnétophone les bruits des battements allant en diminuant d'intensité et que l'on continue l'enregistrement, bien qu'inaudible, l'on enregistre les fréquences émises encore par le cœur. Lors de la lecture de la bande magnétique, on place une bouteille d'eau entre les oreillettes du casque d'écoute et on laisse se dérouler la bande. Ensuite, on prélève de l'eau et l'on applique sur un cœur isolé qui va se remettre à battre exactement comme si on avait appliqué de l'histamine, 100 à 194 battements minutes pour l'histamine et 100 à 193 pour son eau. L'eau a mis en mémoire le signal électromagnétique de l'histamine. Cette eau peut être stockée et l'expérience renouvelée. Ses collègues ne veulent pas le prendre au sérieux et il a les pires ennuis avec sa hiérarchie qui les place sur une voie de garage. En juillet 1995, il recommence la même expérience, mais en enregistrant sur une disquette d'ordinateur. Cette disquette sera envoyée aux États-Unis, où elle donnera les mêmes résultats, sans pour autant que Benveniste soit reconnu par ses pairs. Ça, c'est quand même hyper important comme découverte. Alors, je vous avoue que moi, je ne peux pas la reproduire, l'expérience. Donc là, pour le coup, ça fait partie de l'expérience où c'est très frustrant, parce que comment est-ce qu'on fait, nous, à la maison, pour reproduire cette expérience-là? En tout cas, je ne me suis pas lancée dedans. C'est sans doute possible, mais je ne me suis pas lancée dedans. Mais là, on a des informations hyper importantes. L'eau a mis en mémoire le signal électromagnétique. Sur cette base-là, mais tout le champ des possibles s'ouvre à nous. Et pensez-le en termes de guérison, en termes de fréquence. D'accord? Ça veut dire que j'ai plus besoin de rajouter une molécule chimique dans mon organisme pour le remettre à son état de bonne santé. Ça va loin, hein. J'essaie de vous montrer à quel point là, c'est des petites expériences comme ça. Encore une fois, monter en conscience là, ce qu'on apporte comme information, waouh, mais c'est juste magique. Et puis il n'a jamais lâché l'affaire, hein, parce qu'il en a eu des bâtons dans les roues. Hein. Ça n'a pas été évident pour lui. Il a réussi à trouver un partenariat aux États-Unis. Il reproduit la même expérience. Cette fois-ci, il ne se contente pas de le faire dans son laboratoire. Il enregistre sur une disquette d'ordinateur. Il enregistre quoi? Il enregistre le signal électromagnétique. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la disquette. Ils la mettent sur play. Ils mettent une sorte d'amplificateur, d'accord? Avec un verre d'eau qui est en présence. Le verre d'eau, du coup, reçoit l'information, le signal électromagnétique, qui est diffusé de façon vibratoire par l'ampli, d'accord? Par le son, pour le coup. Ouais. Et l'eau est encodée de cette information exactement comme si elle était chez Benveniste. Donc quand même, là, c'est quelque chose d'important. Bon, ça a été décrédibilisé. Je vais continuer à dérouler, et puis si vous voulez, on pourra le lancer un petit peu ce débat. Mais comment ça se fait que ces gens se font... Bon, je crois que vous commencez à avoir une petite idée du comment ça se fait. Qui relevait en disant les fleurs de bac, ça fonctionne comme ça, en disant que c'était avec l'information de la plante dans l'eau. C'est vrai. Merci beaucoup. J'ai pas du tout pensé à inclure les fleurs de bac dans cette présentation, mais oui, c'est exactement le même principe. Tout à fait. L'eau va récupérer l'information de la fleur. Donc, Luc Montagnier. Oui, alors, Luc Montagnier, là, il est encore vivant, hein, ce monsieur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler pour d'autres raisons. C'est le monsieur qui a participé à la découverte du virus du sida. Donc, c'est un vrai contemporain. Je vais être transparente avec vous. Je vous avoue que moi, j'avais pas trop une opinion très élevée de monsieur Montagnier, voire même pas du tout. Et il se trouve qu'il a récupéré, lui, les travaux de Benveniste.
Donc, je te laisse lire son parcours à lui. Biologiste, virologue, professeur, membre des académies des sciences et de médecine, prix Nobel de la médecine en 2008. Il rachète les brevets de benveniste et confirme prolonger ses découvertes. En 2010, Luc Montagnier fait la démonstration en direct de l'ADN est régénéré à partir d'eau pure informée par des signaux électromagnétiques numérisés et transmis par email à un laboratoire italien. On parle alors de transduction. 3 petites lignes qui, à nouveau, comment vous expliquer la dimension de ces découvertes? Là, il reprend les travaux, d'accord? C'était il n'y a pas si longtemps, on est en 2010. Il les achète, les brevets. Il sent qu'il y a un truc à peaufiner là-dedans, d'accord? C'est quand même un monsieur qui travaille dans la médecine, hein, donc dans le soin, dans la guérison de l'être humain. Il fait l'expérience et de l'ADN est régénéré à partir d'eau pure, informée par les signaux électromagnétiques. Je vais essayer de vous vulgariser un peu le bazar. On prend quelqu'un qui est en méga super santé, d'accord? Donc son corps et l'eau de son corps est remplie de l'information. Ça fait quoi? Ça fait comment quand je suis en méga super bonne santé? J'essaie de vulgariser, hein, c'est pas tout à fait l'expérience produite, mais quand même, on arrive vers ces constats-là derrière. Bon, cette information qui est encodée dans l'eau, d'accord? Il suffit de la transmettre du coup à une souche réceptrice, d'accord, pour avoir les mêmes résultats. Donc là, on a ni plus ni moins la guérison gratuite, illimitée et à distance. C'est-à-dire qu'on a une capacité de transformer de la biologie, de la molécule humaine. C'est quand même juste... Ok, c'est ce qu'on appelle la transduction. D'accord? Donc c'est pareil, là, c'est quand même lourd de sens, hein, derrière 3 petites lignes et derrière des petits travaux, ça passe... On n'en parle pas trop, hein, de ça, aux infos. Bien sûr, on arrive sur le plus connu, sans doute, le plus médiatisé, Monsieur Emoto, qui est maintenant décédé, avec les messages de l'eau. Alors, Nazaru Emoto met en place une technique avant-gardiste qui permet de prendre conscience de l'influence de la pensée, de la prière ou de la musique sur la structure de l'eau. C'est en 1994 qu'il a l'idée de congeler de l'eau pour ensuite la photographier à l'aide d'un microscope. Ce n'est qu'après 2 mois d'efforts et d'erreurs que les premiers résultats probants apparaissent sous la forme d'un magnifique cristal d'eau. Rapidement, il constate que les beaux cristaux sont impossibles à obtenir avec de l'eau du robinet ou des rivières. Lacs proches des villes, au contraire des eaux préservées de la civilisation. Il a ensuite l'idée de soumettre la même eau, une eau distillée destinée à un usage médical, à différents stimuli, des mots, des images, de la musique ou des prières. Les résultats sont désormais connus. De beaux cristaux furent obtenus lorsque le stimulus était positif, alors que des insultes ou de la musique agressive produisirent des cristaux défigurés, déstructurés. Par exemple, les sentiments comme l'amour, la reconnaissance, la joie, mais aussi la musique classique et les sons de la nature ont une influence dite positive sur l'eau, égale structurante. En revanche, la haine, la colère, la tristesse ainsi que le hard rock, les voix agressives auront une influence dite négative, c'est-à-dire déstructurante. L'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute expérience extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Elle reçoit et garde en mémoire nos vibrations. Masaru Emoto. Eh oui. Donc, je pense que vous les avez déjà vu passer, ces images, hein, où justement ce sont ces fameux cristaux d'eau qui ont reçu une information différente et qui donnent du coup des formes géométriques plus ou moins structurées ou déstructurées. Donc là, à l'écran, vous avez la première colonne où c'est quand même bien du bad, hein, je te déteste, imbécile, tu me dégoûtes. Bon, la qualité des images nous laisse présupposer, en tout cas, ce que l'on peut deviner, c'est qu'il n'y a vraiment pas cette notion de structure, hein, et encore moins cette notion d'harmonie. Et puis de l'autre côté, on va avoir 3 cristaux comme ça, augmentés bien sûr. On a le premier qui représente amour, gratitude, amour et merci, le deuxième qui représente pardon, et le troisième qui représente espoir. Vous pourrez trouver sur Internet tout plein de petits cristaux avec des formes différentes associées à des vibrations. Alors,
c'est pareil, c'est un petit peu ce qui m'embêtait, moi, avec ce cours sur l'eau, c'est que, personnellement, moi, j'ai pas fait le test d'observer avec de l'eau distillée à recevoir. J'ai pas pu renouveler cette expérience, d'accord? Il y a pour autant d'autres façons de le tester, ça, sur la qualité de l'eau, puisque, fort de ces informations-là, on va pouvoir se dire, bon, alors maintenant, je comprends un petit peu mieux qu'il y a quand même des choses à s'intéresser sur l'eau, que son état et sa structure vont avoir donc une incidence sur la qualité de ma santé. Je commence à comprendre aussi, du coup, qu'on a fait le cours sur les mots magiques et que la façon dont je vais me parler a une incidence directe sur l'harmonie, la qualité de la structure de ma cellule, de mon eau. Et de mes 45 litres d'eau. Ouais, et de mes 45 litres d'eau. La façon dont je me parle, mais aussi, comme on vous l'explique, ce dans quoi je me baigne, quoi, mon environnement, d'accord? Donc, la musique que j'écoute. Et là, c'est important de différencier quels sont mes goûts à moi. Moi, j'ai le droit d'écouter Marilyn Manson, mais ma cellule, elle aime pas, c'est tout. Ma cellule, ça lui fait pas du bien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas en train de dire c'est la bonne qualité ou c'est la mauvaise qualité, ou voilà, en termes de goût, bon, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Là, on est vraiment simplement en train de regarder c'est quoi l'incidence, d'accord, de telle information et de telle vibration, tout simplement, hein, sur le corps humain. Donc, on a le droit d'écouter du hard rock ou des trucs comme ça, pour ceux qui aiment, juste prendre conscience que, ouais, il y a une partie de toi qui aime, pour X ou Y raison, mais en tout cas, ton corps, ça lui fait pas du bien. Ça l'aide pas à être structuré et à être en bonne santé. Il reçoit pas quelque chose d'harmonieux au niveau de sa structure. Ok? Ça va?